En débat d'actualité des Voix de l'Info, programme ce soir, une grogne qui s'installe. La pression ne retombe pas malgré la prise de parole ou les quelques annonces de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Nous allons insister sur les revendications des organisations syndicales, des personnels pénitentiaires. Il y a les moyens humains, mais il y a évidemment aussi la considération d'un travail compliqué. Et au-delà, c'est un véritable sujet social et sociétal. Dans l'actualité aussi, on en parlera tout à l'heure, un sommet de l'attractivité à Versailles. Emmanuel Macron et le gouvernement avec les plus grands patrons des multinationales pour les convaincre d'investir en France. C'est la promotion de la France qui gagne, mais ce n'est pas toute la France. Alors comment vanter et parler de la mondialisation à ceux qui en souffrent? Le débat est à suivre, mais d'abord, vos questions et réactions avec le hashtag Les Voix de l'Info. Et pour nos débats, je suis entourée justement des Voix de l'Info du jour. Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir Sonia. Économiste, membre des économistes atterrés. À vos côtés, Rafik Smati, bonsoir. Bonsoir Sonia. Entrepreneur engagé, fondateur du mouvement Objectif France. Notre chroniqueur Jean-Luc Gombeau est là, bonsoir. Bonsoir Sonia. Emmanuel Sophie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Spécialiste des questions sociales et économiques au Journal du Dimanche. Et pour ce premier débat consacré à la grogne des prisons et au-delà, on accueille le magistrat Serge Portelli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Avec nous également Wilfried Fonck, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire national du syndicat UFAP-UNSA. Justice, première question qui vous est adressée. Vous avez suivi la prise de parole de la ministre de la Justice. Qu'en avez-vous pensé ? Qu'aujourd'hui, on en est toujours au même point que samedi. Voilà, nous, on attendait le retour des personnels sur le terrain suite au relevé de conclusion qui avait été proposé dans un premier temps par Madame Belloubet. Les annonces aujourd'hui, en fait, le constat, c'est qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il n'y en a pas parce qu'il y a, selon vous, un manque de vision? Est-ce que tout simplement, il n'y a pas les moyens, notamment les moyens financiers, pour donner... Alors, sur les moyens humains, elle a promis, je ne sais pas si ça va vous satisfaire, 1100 postes sur 4 ans. C'est déjà une annonce qui avait été faite. C'est déjà une annonce qui avait été faite la semaine dernière. Donc, pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution là-dessus. Et aujourd'hui, tout ce qu'on sait sur cette question des effectifs, c'est que Madame Belloubet elle-même ne sait pas si elle va pouvoir obtenir plus ou non. Donc, lorsqu'une ministre de la Justice ne sait pas elle-même si elle va pouvoir obtenir une enveloppe suffisante en termes de recrutement, ça pose question sur l'aspect un peu plus technique et sur la vision beaucoup plus globale de la question pénitentiaire. Vous parlez justement de cette vision globale. C'est aussi ça ce qui est frappant, Serge Portelli. C'est un mécontentement de longue date. On en parle depuis longtemps de cette grogne qui s'installe. Même si le gouvernement ne pouvait pas anticiper ces agressions qui se sont déroulées, il pouvait quand même sentir cette grogne monter. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de vision, semble-t-il, ou en tout cas de plan prévu pour les prisons françaises? Il y a un plan qui est prévu, nous dit-on, vers la fin février. Donc on attend ça. Enfin, en tout cas, le président de la République l'attend. Et tout le monde l'attend aussi. Il y a aussi des réflexions qui ont été lancées, des chantiers qui ont été lancés par le ministre de la Justice, dont un sur le sens de la peine. Donc ça rejoint quand même un peu le problème de la prison. Mais la prison est en crise depuis des siècles. Elle est encore plus en crise depuis des décennies. Et l'élection du président de la République n'a pas changé grand-chose à cette réalité. D'ailleurs, pas plus que le précédent quinquennat, où on avait sorti des lois qui nous promettaient beaucoup. Et finalement, on s'est aperçu que la situation se crispait encore davantage, que sous le ministère de Mme Taubira, qui s'était pourtant bien engagée sur la question, le nombre de détenus avait augmenté de 3000. Donc voilà, on est un peu dans une impasse. Ça vous fait sourire, pourquoi je voyais, non? Non, c'est vous ça. Pouvoir réagir. Oui, c'est parce qu'effectivement, ça fait des décennies que le problème existe, ça c'est certain. Après, les annonces des ministres qui se sont succédés, bon voilà, on n'est pas là pour en juger de manière politique, mais juste la constatation, c'est que depuis 30 ans, rien n'a évolué. Mais justement, quand vous dites rien n'a évolué, Thomas Porcher, c'est une question, je m'adresse à l'économiste aussi, d'arbitrage. Quand on dit arbitrage, il faut être concret, ce sont des moyens financiers. On dit donc Bercy, on dit donc le ministre de l'économie. Est-ce qu'il est prêt à lâcher dans ce domaine? Est-ce qu'on pense que ce domaine est assez important pour lâcher du lest? Parce que quand on parle des prisons, c'est pas à part dans la société, c'est aussi notre sécurité qui est en jeu. Effectivement, c'est un service public et moi je pense que ce qui se passe dans les prisons, c'est ce qui va se passer bientôt dans les hôpitaux. Ça se passe déjà dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'il y a un manque de moyens et puis c'était prévisible ces agressions finalement. Quand vous avez un manque de moyens, que vous avez une surpopulation, que vous avez des carrières de surveillants qui n'attirent plus parce que la revalorisation des salaires est extrêmement faible, vous finissez à 2100 € en fin de carrière, c'est clair qu'il faut des moyens. Et là, les moyens, si c'était une priorité du gouvernement, il les mettrait. Parce que je rappelle que les dernières réformes qui ont été faites sur l'ISF, il y a eu une réforme qui a été faite
dettes, qui va rapporter 3,5 milliards de manque à gagner dans les caisses de l'État, qui va profiter à 340 000 ménages. La suppression de la taxe sur des dividendes, 2 milliards en moins dans les caisses de l'État, qui profitent aux actionnaires des grandes entreprises. J'en finis. Les placements sur les... C'est pas comme ça qu'on peut donner. On s'éloigne des problèmes pénitentiaires. Non, on s'éloigne pas. Mais on s'éloigne pas, ça, vous comprenez pas. Dépenser moins. Non, mais on peut parfaitement dépenser moins. Donc le problème, c'est pas de trouver... Quand vous regardez la surpopulation, quand vous regardez l'état... de façon intelligente. Non, mais ça, c'est des bêtises, monsieur. Ah bon, écoutez, merci de votre compliment. Mais c'est des bêtises, s'il n'y a pas de moyens. Mais c'est des bêtises. Ça, justement, vous parlez comme Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous voulez qu'il y ait une meilleure gestion. Vous voulez qu'il y ait une meilleure gestion. C'est comme à l'hôpital. Il faudrait une meilleure gestion pour que ça aille mieux. Mais il faut aussi des moyens, monsieur. Et les moyens, on les offre à d'autres. Ça fait des manques à gagner. On les offre pas aux prisons. Je vous ai jamais dit que c'était une meilleure gestion. Mais vous avez l'impression, j'ai l'impression que vous lisez dans mes pensées, à tort d'ailleurs. Non, ce que je disais simplement, c'est qu'il est inutile de construire de nouvelles places de prison. Mais j'ai jamais dit ça. Non, mais vous êtes dans mes pensées là. J'ai parlé de rénovation, de plus de moyens. Alors je vais essayer de lire dans vos pensées respectives, voilà. Mais en tous les cas, est-ce que ce raisonnement qui est de dire on donne plus à certains domaines, etc., est-ce qu'on peut l'appliquer? Est-ce que selon vous, il faudrait plus de moyens financiers pour que les services pénitentiaires et le personnel pénitentiaire se sentent en sécurité, se sentent considérés, se sentent respectés en France? Oui et non. Qu'il faille revaloriser le salaire des surveillants de prison, c'est une évidence première. Quand on gagne en début de carrière à peu près 1 500 €, quand on est jeune et qu'on a peut-être déjà une famille, c'est quand même difficile de vivre, surtout quand ce métier-là est assez peu considéré, il faut bien le dire. Mais le problème est plus vaste que ça. Il y a en France, aujourd'hui, bien d'autres solutions que la prison. Et ça fait des décennies qu'on le dit. Voilà. C'est pour ça que je disais qu'il est inutile de prévoir... Pour certaines peines, hein, vous dites que pour certaines peines, évidemment, la prison ne doit pas être le dernier recours. À chaque fois qu'un parlementaire ou une personne de bonne foi, un universitaire, un chercheur, va en prison, à chaque fois, il en ressort en disant mais il y a tout un tas de gens qui se trouvent là et qui n'ont rien à y faire, qu'on pourrait parfaitement prendre en charge et réinsérer de façon plus intelligente. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas davantage de moyens, sauf pour les surveillants pénitentiaires, évidemment, et qu'il suffirait d'utiliser des peines intelligentes et économiques, qui s'appelle, par exemple, le travail d'intérêt général, entre autres. D'ailleurs, le président de la République a l'air, pour l'instant, d'essayer de favoriser cette peine-là, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est une peine qui est intelligente, qui ne coûte rien, qui peut réinsérer les gens, alors que si vous mettez des gens en prison, enfin, pour un certain nombre de gens en tout cas, ils n'ont pas grand-chose à y faire, ils y perdent beaucoup de temps, et en plus, c'est une peine qui est handicapante. Parce que vous vivez... Attendez, okay. Monsieur vit quand même les difficultés dont nous parlons sur les plateaux de télévision, et le magistrat que vous êtes les connaît évidemment de l'autre côté. Quand vous entendez ce genre de débat, est-ce que vous pensez qu'on met le doigt là où ça fait mal, ou alors on est à côté? Qu'est-ce qui vous manque précisément? Je pense que là, dans l'immédiat, c'est des annonces fortes du gouvernement et en même temps une action rapide. Parce que là, on peut débattre pendant des heures et des heures de comment on peut effectivement envisager de faire avancer les choses. La difficulté, c'est que là, on manque de temps. Aujourd'hui, les personnels en ont plus qu'assez. Ça fait trop d'années que ça dure. Aujourd'hui, vous avez 12 agents qui se font agresser en moyenne par jour. C'est inacceptable. Aujourd'hui, la question, c'est quelle est la place de la prison aussi dans la société? Quelle mission on va confier au personnel? Quels moyens on va leur donner? Et en même temps, quand on regarde sur les 30 dernières années, aucun homme politique, aucun, ne s'est saisi de la question de la prison, de sa place dans la société. Même s'il faut remonter un peu plus loin, je pense par exemple à Albin Chalandon ou d'autres, est-ce qu'il n'y a jamais eu de vision justement des prisons? Je pense que la difficulté, c'est que dans l'opinion publique, de manière globale, lorsque quelqu'un est condamné, si ce n'est pas une peine de prison, il n'est pas condamné. Non, mais je ne suis pas d'accord. Et les politiques se sont emparés depuis très longtemps du problème de la prison. Mais le discours, c'est toujours plus de prison, davantage de peine, davantage de... C'est ce que demande la société, plus de gens en prison. Mais une fois qu'on a mis les gens derrière le mur, plus personne ne s'intéresse à ce qui se passe derrière le mur. Je suis d'accord. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on demande aujourd'hui à l'administration pénitentiaire de réussir là où tout le monde a échoué. La famille, l'école, les services sociaux. Il faut bien garder en tête, il faut que tout le monde comprenne aujourd'hui, il faut que chaque Français ait bien ça dans un coin de sa tête, c'est qu'après la prison, il n'y a plus personne et il n'y a plus rien. Si nous, on ne parvient pas à un moment donné à pouvoir
effectivement exercer nos missions de garde et de sécurité dans un premier temps, il est inenvisageable que la mission d'insertion ou de réinsertion puisse se faire convenablement. Ça, c'est un point important. Hein. Jean-Luc Gonbon, d'ailleurs, on parle peu de ce point. On parle beaucoup des moyens financiers, etc. Et on parle peu de ce point développé par monsieur. Qui revient, en fait, à vous deux, sur qu'est-ce que c'est la politique carcérale de la France. Moi, je suis frappé. Pourquoi ça se passe chez nous ? Parce que, est-ce que vous avez vu beaucoup de manifestants, disons, de manifestations du genre que celles que nous connaissons aujourd'hui dans les autres pays européens? Apparemment, ça commence. Alors, ce que vous me disiez tout à l'heure, il y a des velléités en Espagne. Il y a des velléités en Espagne, puisque nos camarades espagnols d'ACAIP descendront dans la rue à Madrid le 24 février. Il y a aussi un syndicat suisse. Non, mais ça n'atteint pas la tension que nous connaissons nous de manière récurrente. Non, mais je ne sais pas, parce que ça rejoint ce que dit M. Portelli. Un peu plus globale. Non, mais ça ne rejoint pas, ça n'atteint pas la tension et la violence auxquelles nous assistons aujourd'hui. Par exemple, vous prenez l'Allemagne. Ils ont 55 000 détenus. Ils en ont 15 000 de moins qu'en France. Il y a 15 millions d'habitants de plus en Allemagne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le problème, c'est est-ce que tout le monde doit aller en prison quelque part? C'est quand même le grand problème absolument majeur. On parle des crédits. Moi, j'ai regardé, un détenu, ça coûte à peu près 100 euros ça coûte 50% en France, 50% moins cher qu'en Allemagne. Mais il faut dire que la prise en compte du détenu allemand, quand on regarde ce qui est fait à l'intérieur des prisons allemandes, est beaucoup plus attentif sur la formation professionnelle, sur les problèmes de la réinsertion. Il y a beaucoup plus de choses qui sont faites un peu hors prison que ce qui se fait chez nous. Juste rappeler, Jean-Luc Gonbon, par rapport à ce que vous dites, que quand même le point de crispation et ce qui a fait déborder aussi le vase, c'est quand même des agressions par des détenus djihadistes islamistes qui étaient prêts à tuer. Je ne sais pas s'il n'y a pas de détenus islamiques en Allemagne. Ce que je veux dire, en façon générale, bien sûr, c'est ça qui a déclenché. Mais en Allemagne, il y a 9000, j'ai vu qu'il y avait 9000 places vacantes par rapport aux capacités de détention. Donc, comme aux Pays-Bas, où aujourd'hui, aux Pays-Bas, les Pays-Bas louent leur place de séjour. Donc voilà, il y a un débat aujourd'hui. Ça veut dire le taux d'occupation. Parfois, quand on entend... Il est concret, c'est-à-dire que le débat pour les personnels pénitentiaires, c'est aujourd'hui, comment fait-on pour pouvoir accomplir notre mission ? Ni plus, ni moins. Je veux dire, on n'est pas là non plus à devoir se poser la question tous les jours, à savoir si on va devoir passer par les urgences avant de rentrer chez soi, retrouver sa famille. Moi, je trouve votre discours, il prend quelque part au trip, parce que ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire quotidiennement, vous avez, j'imagine qu'il y a une crainte parfois, et dans certains établissements, qu'il y a aussi la crainte aussi pour sa famille et tout ça. Qu'est-ce qu'on répond à cela, Rafik Smati? On voit bien que là, ce n'est pas une grogne simplement latente depuis un certain temps. C'est pas simplement une lame de fond, mais un réel débordement, angoisse et puis envie de changer les choses. Je pense qu'il est d'abord essentiel de dépolitiser le débat. Il y a des responsables qui se comptent depuis 30 ans. Tous les gouvernements sont responsables, donc il ne s'agit pas de distribuer les bons points et les mauvais points. Alors, nous sommes dans une impasse. C'est un débat politique. Par essence, oui. Nous sommes des politiciens au sens petite politique politicienne, vous m'avez compris. Nous sommes dans une impasse. La justice, c'est 8 milliards de budget. Est-ce qu'on a les moyens de la doubler? La réponse est non. Est-ce qu'il faut plus de places de prison? La réponse est oui. Le président de la République propose 16 000. Il a sans doute raison. Mais est-ce que 16 000 suffiront? Il a peut-être tort. La réponse... Ça, c'est important. Vous n'êtes pas d'accord. Pour vous, il faut plus de places de prison. Laissez-moi poursuivre mon raisonnement, vous allez voir. Oui, non, mais ne dites pas que c'est une évidence. Est-ce que 16 000 places de prison résoudront le problème? La réponse, fondamentalement, est non. Donc, il est temps de... Quand on est dans une impasse à plusieurs titres, et on voit très bien autour de cette table qu'on semble être dans une impasse, il faut raisonner hors du cadre. Et aujourd'hui, il y a, finalement, on nomme le détenu. Mais moi, je vois plusieurs catégories de détenus. Il y a effectivement le radicalisé, qui est un danger pour la société, qu'il faut éloigner durablement. C'est 10 à 15% de la population carcérale. 10 à 15% de la population carcérale. Aujourd'hui, on est à plus de 500, on va dire à 509 individus incarcérés pour terrorisme en lien avec l'islam politique et militant. Ça, c'est important de le préciser. D'une part, parce que ce n'est pas le terrorisme de manière générale. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a à peu près en fonction des chiffres, c'est toujours selon la police et les manifestants, l'administration annonce 1300 détenus non terroristes et radicalisés. Nous, on est plus sur une fourchette qui monterait jusqu'à 2000. Parce que, effectivement, en termes de détection aussi, je pense qu'il y a un gros souci là-dessus à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Donc, pour le coup, avec cela, être réellement impitoyable et les isoler réellement et avoir une politique extrêmement
stricte. Maintenant, pour le détenu qui n'est pas un danger pour la société. Il faut partir du principe que 100% des peines doivent être exécutées. Mais vous dites pardonnez-moi, sur la première catégorie, les isoler facilement, mais c'est tout le problème. Isoler un détenu islamiste, il faut avoir les moyens de tous les isoler et de ne pas les regrouper. Il est nécessaire de poser la question dans notre pays de la création de prisons de haute sécurité. Alors c'est la question que je vous pose. Dans des lieux qui sont difficiles d'accès. Ne revenons pas 40 ans en arrière, là. Attendez, ce que vous dites est d'une simplicité effrayante. Mais ce que vous dites est peut-être aussi naïf. Donc, oui, peut-être, mais moi, votre discours, je l'ai entendu tellement souvent depuis que je suis très jeune, vous savez, que je finis par m'y habituer. Mais Serge Portelli, est-ce que, pardonnez-moi, malgré vous avez évolué en âge, même si vous restez jeune, la situation a également évolué. C'est-à-dire qu'il y a des détenus qui sont là pour tuer, qui sont des menaces. Est-ce que ceux-là... Non. On n'a pas des détenus qui sont là pour tuer. Non, on a des gens qui sont radicalisés. C'est autre chose. Déjà, moi, je ne suis pas d'accord sur le terme. On emploie le terme radicalisé. Ce terme-là veut tout dire et surtout rien dire. Oui, d'accord. Parce que dangereux. Non, mais même plus. Djihadiste, pardonnez-moi, ça signifie quelque chose. Qui est incarcéré et qui part en prison, dans l'immense majorité, il n'est pas là pour avoir filé 10 balles à un pauvre. Sinon, ça se saurait. Aujourd'hui, on a effectivement toute une frange de population pénale qui diffuse une idéologie qui va à l'encontre des valeurs de notre pays. Voilà, c'est ça. Derrière, c'est pas juste dire radicaliser. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui en prison qui profitent de leur temps d'incarcération parce que pour eux, c'est un temps utile pour diffuser une idéologie, pour mettre en place un système de fonctionnement autre que celui qu'on a dans notre société. Il faut bien ouvrir les yeux. Je rappelle simplement qu'en France, on a connu d'autres formes de terroristes qui ont été aussi en prison et que la France pénitentiaire a été confrontée à ce type de problème. Oui, seulement la difficulté, on peut parler des choses. Vous pensez que Action Directe, c'était pas une idéologie? Mais Action Directe, ils étaient combien? Ils étaient 4 ou 5 en prison. Ils étaient une poignée, ils étaient 4 ou 5. Et à l'époque, vous aviez les quartiers de haute sécurité. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. À Fleury-Mérogis, il y a un gars qui s'appelle Salah Abdeslam qui a fait les pires saloperies le 13 novembre. Ce type-là, il mobilise des moyens énormes pour pouvoir le laisser là où il est. Juste une question, attendez, on est en train de créer une prison dans la prison, en fait. Wilfried, vous-même, racontez-nous tout simplement votre quotidien, comment ça se passe, que vous disent vos collègues, parfois évidemment et souvent, j'espère dans la plupart du temps ça se passe bien, quand ça se passe mal, les craintes, les angoisses, quelles sont-elles au quotidien? On se rend bien compte que nous n'avons évidemment pas le même travail et donc que nous devons accorder une importance et une gravité à ce débat. C'est ça, c'est-à-dire que le quotidien il est double. Il y a le volet purement détention. C'est-à-dire où là, effectivement, en fonction des établissements où vous vous trouvez, je pense notamment à Fresnes, à Fleury-Mérogis, les gros établissements de région parisienne et de province, et notamment les maisons d'arrêt qui sont aujourd'hui totalement surpeuplées, puisque les établissements pour peine, par essence, c'est un encellulement individuel. Donc effectivement, là, il n'y a pas de surpopulation. Dans les maisons d'arrêt, c'est énorme. On se retrouve à être affecté dans une coursive où vous avez seul à gérer entre 120 et 180 détenus. Vous êtes seul. Vous avez juste avec vous un trousseau de clés et un sifflet. Au mieux, vous avez une alarme qui fonctionne. Donc ça, c'est le côté purement pratique professionnelle. D'un autre côté, il y a aussi tout le volet ressources humaines qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, on oblige les personnels à effectuer des heures supplémentaires. Je dis bien, on oblige. Tout simplement, pourquoi? Parce que on a calculé les organigrammes avec 39 heures. Et non pas 35 heures. Par contre, on fait 35 heures. Mais on est obligé de venir pallier le manque d'effectifs parce que les organigrammes sont toujours calculés à 39 heures. Donc les personnels se retrouvent sanctionnés 2 fois. Obligation de travailler, d'avoir des heures supplémentaires, et ils vont se faire sanctionner derrière par le fisc parce que ces heures supplémentaires, ça va leur coûter des impôts supplémentaires. Ou alors ils vont perdre des aides sociales. C'est totalement absurde. Mais c'est ça qu'il faut écouter, parce que là, finalement, on parle de plans pour les prisons, davantage de places, les sanctions, etc. Mais on oublie, en fait, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de ce métier. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à recruter. La ministre, elle dit, 1100 postes supplémentaires, il y en a déjà 3000 qui ne sont pas pourvus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, en fait, inciter les gens qui pourraient être intéressés par ce secteur à venir travailler? Et en fait, le risque, à mon avis, dans votre conflit, c'est
c'est celui-ci, c'est que le gouvernement va vous mettre sur le terrain de la politique pénitentiaire, alors que votre sujet, c'est votre condition de travail. C'est ça, on est tout à fait d'accord. Et là, on est en train de parler des, voilà, quel type de sanctions, quelle peine, etc. Mais pas de votre métier. Et à mon avis, il faut aussi parler des conditions du détenu aussi. Mais les conditions du détenu, c'est les conditions de travail des personnels. Bien sûr, on est tous au même endroit. En l'occurrence, là, le débat, c'est quand même sur les conditions du personnel pénitentiaire. Oui, mais il y a les deux. Très bien. La ministre, elle va faire ça. Puis à mon avis, c'est Édouard Philippe qui va récupérer le dossier. Ils vont dire, bon, écoutez, les 10 000 places, on va les mettre en place tout de suite. Et en fait, la question du statut, de vos indemnités, de votre revalorisation, etc., elle va passer à l'as. C'est-à-dire que ce conflit, c'est peut-être le plus dur depuis la dernière décennie. Voilà, 20 ans même. Mais tous les ans, il y a quand même un conflit des gardiens de prison. Oui, tous les ans. Totalement. Et là, il y a quand même eu une intersyndicale. Enfin, vous êtes associé avec d'autres syndicats. On voit qu'il y a une unité syndicale qui est un peu de façade et qui aujourd'hui est en train de se craqueler. Et la stratégie du gouvernement, comme à chaque fois dans un conflit, c'est le pourrissement. Et donc d'aller sur un autre terrain qui est celui de la politique pénitentiaire et pas celui du métier de gardien de prison, l'année prochaine, vous recommencez on recommence la même chose. Et là, vous avez très bien vu la tactique que souhaitait employer Madame Belloubet, puisqu'à l'origine, elle devait recevoir les organisations syndicales de façon individuelle, une par une. Bien sûr. L'UFAP-UNSA a pris ses responsabilités ce matin en appelant les autres syndicats à refuser ce type de débat, parce qu'effectivement, c'est la meilleure façon de diviser les personnels. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir bien conscience que sur le terrain, les personnels qui bloquent les établissements s'en fichent de savoir si c'est UFAP, FO, CGT qui est devant la porte. Pour eux, ce qui leur importe, c'est qu'on les écoute. Et nous, notre rôle en tant que syndicat, c'est justement d'écouter la parole et de faire monter leurs revendications au niveau des politiques, au niveau des décideurs. Et là, nous, on s'inscrit pleinement là-dedans. Vous voyez bien que ce n'est pas uniquement les conditions de travail du personnel pénitentiaire. L'urgence, elle est là. Quand vous parlez, mais vous avez plusieurs débats qui sont actuellement sur la table. Et celui qui concerne les radicalisés, c'est une partie du problème. C'est même une urgence et qui va devenir de plus en plus importante. C'est pas simplement le salaire, la catégorie, c'est un problème qui est beaucoup plus large et qui est un problème purement politique, que le gouvernement actuel a essayé de résoudre de diverses façons, et on se trouve aujourd'hui, dans le cadre de votre négociation, face finalement à des hésitations, et qui existent maintenant depuis un petit moment, où on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire de ces détenus-là. Dans un premier temps, on a dit on va les réunir, et vous savez très bien ce qui s'est passé, puisque effectivement on a eu un certain nombre de prisons. On les a regroupés. Oui, c'est fallait jamais faire, pardonnez-moi, mais c'est quand même... Là, vous parlez des unités dédiées. Il ne faut pas oublier que cette annonce a été faite par Manuel Valls à l'époque, qui était Premier ministre, alors que Christiane Taubira était totalement opposée à la question. Oui, non, mais donc elle a été obligée de faire un truc contre lequel... Non, mais je veux dire qu'on est face à des hésitations dont vous payez un petit peu. Oui, mais il faut à un moment donné qu'on arrête sur cette question-là des détenus terroristes islamistes, de vouloir considérer que c'est uniquement une appréhension du phénomène d'un point de vue social. Au niveau sécurité et sécuritaire, aujourd'hui, il y a urgence. Et dans les prisons, il y a plus qu'urgence. On connaît le phénomène depuis 1995. Les attentats des GIA. Vous n'avez pas l'impression, mais c'est une question, que vous voyez, c'est votre position de magistrat, un petit peu cela avec un zoom, et que monsieur, et ce qui n'enlève rien évidemment avec votre analyse, le vit presque au quotidien avec des revendications presque plus charnelles. Non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement le surveillant de prison qui débute gagne plus que 1500. Ce qui m'intéresse, c'est que le surveillant de prison qui prend le matin son emploi sache, ou que sa femme sache qu'il va revenir chez lui. Voilà, tout ça c'est des problèmes que je connais depuis très très longtemps, et qui effectivement sont des problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Mais je veux dire, il y a des solutions. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que ça fait partie d'un problème pénitentiaire beaucoup plus vaste, et qu'on ne veut pas aller vers des solutions qui sont quand même beaucoup plus simples, que je rabâche à chaque fois. Mais si c'est vrai, s'il y avait moins de personnes en détention, il y aurait moins de surpopulation, donc il y aurait moins de violence. Moi, je ne suis pas là pour juger s'il faut incarcérer plus ou moins. Nous, la mission qui est confiée à l'administration pénitentiaire, c'est d'exécuter des décisions de justice. J'ai bien compris. Voilà, on les applique. Mais notre boulot, c'est ça. Aujourd'hui, c'est... Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Des réflexions, nous, on emmène depuis 1992. Des propositions, on en a faites aux divers gouvernements.
L'histoire des établissements spécialisés adaptés en fonction des profils des détenus, c'est une proposition qui est sur la table depuis 1992. Aujourd'hui, on a véritablement un gros problème dans les prisons avec les détenus terroristes islamistes et en plus derrière les détenus non terroristes mais radicalisés, comme on les appelle comme ça en langage courant. La question aujourd'hui, c'est dans quelles conditions on les accueille. Parce qu'aujourd'hui, le surveillant pénitentiaire, et depuis l'attentat de Magnanville, je le rappelle, celui qui a commis l'attentat de Magnanville a envoyé un message fort en disant que les surveillants pénitentiaires étaient aujourd'hui des cibles et qu'il ne fallait pas les rater. Ce qu'a fait Ganzarski la semaine dernière, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce qui s'est passé avec Tagui à Oni dans l'unité dédiée, c'est exactement la même chose. Le gars voulait se faire un maton, tout simplement pour avoir sa tête à la télévision et dire voilà, Daesh aujourd'hui, il a planté un surveillant pénitentiaire. Voilà, la réalité, elle est là, ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, on fait quoi? Concrètement, la question des surveillants, c'est ça. Aujourd'hui, on fait comment? On fait quoi? Aujourd'hui, il y a à régler un certain nombre de problèmes très concrets, très pratiques, qui sont sur la table des négociations. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier tous les autres problèmes qui concernent la prison et qui conditionnent votre problème actuel aujourd'hui. Le problème est simple, c'est tant qu'on n'aura pas réglé le problème d'effectifs et de sécurité, on ne pourra pas régler le problème de réinsertion. Que le problème de sécurité est un problème de sécurité générale. Les prisons, c'est aussi la sécurité des citoyens. Voilà, c'est important. C'est aussi des personnels d'insertion. Tout à fait. Merci voilà, les en tous les cas. personnels aussi qui travaillent au niveau des services sanitaires et médicaux. Merci de votre témoignage, de ce débat. J'espère qu'on a pu éclairer en tous les cas sur une partie de vos revendications et sur un sujet. Et puis une grogne qui s'installe, la pression ne retombe pas. Vous me confirmez que demain la mobilisation se poursuit sans surprise. Demain, quoi qu'il en soit, même si Madame Belloubet souhaite revoir les organisations syndicales demain, là-dessus c'est clair, on maintient le mouvement jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction et jusqu'à ce que sorte en tout cas de cette réunion de travail, parce que au niveau de l'UFAP-UNSA, on est bien décidé à quitter Vendôme uniquement quand on aura obtenu un relevé de conclusion qui sera digne de ce nom et qu'on ira avant toute chose présenter au personnel avant de mettre une signature en bas. Et si le personnel nous dit non, c'est pas compliqué, on ira revoir la ministre en lui disant madame, le personnel en veut pas, on recommence. Eh bien, vous aurez l'occasion de revenir pour en parler. Merci en tous les cas et merci au magistrat Serge Portil. On va justement écouter Nicole Belloubet. On va l'écouter sur deux sujets. D'abord sur le dialogue qui se poursuit et puis sur ce qu'elle a annoncé, que vous connaissiez déjà, les fameux postes sur 4 ans. 1100 emplois sur 4 ans, c'est déjà un effort conséquent. Donc je vais voir ce que je peux proposer, mais je ne suis pas certaine de pouvoir faire des efforts beaucoup plus considérables que ce qu'on a eu. Je n'espère pas qu'ils reprennent le travail par miracle. Je dis simplement que nous avions pour objectif aujourd'hui de nous retrouver. Je mets dans le pot commun un principe d'acceptation d'éléments sur indemnitaires. Et donc, c'est cela que nous allons traiter, entre autres, avec les organisations syndicales, et nous allons également reprendre des points sur la sécurité qu'ils veulent accentuer. Donc, j'espère qu'au terme de ces négociations, qui, je l'espère, seront très rapides, je pourrai obtenir un accord à la fois des organisations syndicales et des personnels pénitentiaires. Voilà, pour ce sujet, on y a consacré la première